Et on se retrouve dans Version croisée. Madame, Monsieur, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'Internet et les réseaux sociaux ont été inondés ou continuent d'être inondés des messages en direction du Nord Kivu ou de Goma particulièrement, des messages de compassion après que des images ont fait la une des réseaux sociaux, des images montrant des personnes être décapitées, quoique employées hors contexte. Mais comment comprendre ce récent élan de solidarité précisément chez le jeune? On va essayer d'en parler avec deux autres jeunes, des politiques. D'abord, je présente Faustin Chimanga, qui est un habitué des Versions croisées. Merci d'être là, en tout cas, une nouvelle fois. Merci beaucoup pour votre énième invitation. Alors, en face de vous, c'est sa deuxième participation dans cette émission, Dominique Kajemba, dont on aime les analyses, mais également, je dirais, l'élégance. L'élégance à la fois verbale, même physique aussi. Bienvenue à vous, maître Dominique Kajemba. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Alors, vous êtes analyste politique, Faustin Chimanga, membre du LGD de Matata Pogno. Vous êtes toujours dans l'opposition, j'aimerais savoir avant que l'on entame l'émission. Bon, l'opposition, il ne faudrait pas le prendre dans les sens vagues. J'aimerais préciser, quand on parle d'un parti de l'opposition, c'est-à-dire qu'il ça devient difficile de dire si on est dans l'opposition ou pas. Il s'oppose à des actes ou à des idées qui sont contraires à ses valeurs. Les LGD s'opposent à la mauvaise gouvernance, les LGD s'opposent au manque du leadership. C'est comme ça que le LGD est venu pour solutionner les questions de la société en mettant en avant le leadership et la gouvernance de qualité. On s'oppose à la mauvaise gouvernance, on s'oppose au manque du leadership. Donc on est un parti de l'opposition. Merci. Merci, j'ai eu peur. Je pensais que vous étiez en train de prendre des circonlocutions pour échapper à la question. Alors, vous avez peut-être participé à cet élan de solidarité. Moi, j'ai vu pas mal des statuts WhatsApp être inondés de ces messages en compassion, en solidarité avec les peuples de l'Est. J'ai dit, l'élément déclencheur, c'est cette vidéo. Après analyse, on a constaté que c'était des images d'autres lieux, mais qu'on a pensé que ça s'était produit plutôt à Goma. Là n'est pas vraiment la question, mais d'après vous, comment comprendre subitement cet élan vers les populations de l'Est, à vouloir que ça cesse la guerre d'agression, les violences exercées sur les femmes et les enfants? Et ça veut dire qu'on a une génération qui devient consciente, ou elle devient consciente tardivement, ou encore, je dirais, ça veut dire que le gouvernement il y a une fuite de responsabilité de la part du gouvernement et la population va reprendre la main. Mais vous savez, moi, je pourrais tenter d'expliquer ça en considérant que quand le pays ou quand un groupe de personnes sont en train d'avancer vers une direction nouvelle, il y a souvent une nécessité de la prise de conscience de tout ce qui est comme Congo. Le Congo, c'est un Congo grand, mais il est grand avec aussi ses problèmes. Il a le problème de l'Est depuis plusieurs années et c'est toujours un souci pour chaque Congolais de pouvoir mettre fin à la guerre à l'Est. Nous étions en train d'avancer vers la finale de la Coupe d'Afrique. Les contextes étaient tels que le Congo était en train de rayonner partout au monde. Et quand il y a l'image qui tente à ternir l'image du Congo, que tout le monde veut positive, une image positive, vous comprendrez, il y a comme un test grandeur nature de notre solidarité et de notre volonté de vivre ensemble. C'est comme ça que ces images-là, selon ce que nous pouvons tenter d'y mettre comme explication, ont créé l'humiliation dans la population et c'est une bonne chose. Beaucoup de sensations, en tout cas, beaucoup d'émotions aussi dans les dires, même chez des personnes qui ne maîtrisent pas très bien la situation. Non, mais tout le monde est unanime que nous devons cesser les tueries à l'Est. Il y en a qui qualifient ça de génocide, il y en a qui considèrent que c'est l'une des catastrophes les plus graves de notre siècle, parce que ça a duré, ça a vraiment duré. Nous avons vu comment le monde s'est mobilisé quand il s'agissait des Ukrainiens, le monde s'est mobilisé quand il s'agissait des attaques contre l'Israël. Mais au Congo, il y a plus, il y a eu beaucoup de morts depuis plusieurs années, presque personne n'en parlait avant une certaine période. Et maintenant que les Congolais sont conscients que nous devons rompre avec les silences, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est seulement rompre les silences qui constitue la solution au problème à l'Est? Je ne pense pas. Et nous devons consolider cet élan-là en créant des mécanismes qui sont portés par une certaine intelligence stratégique qui pourra permettre à ce que nous puissions mettre fin à la guerre à l'Est. Alors, là, on parle d'un événement ou d'un phénomène qui s'est produit sans un discours politicien.
c'est pas un sphinx, c'est pas un grand leader, un grand cacique qui vient dire, ben voilà, ça s'en est des trop parce qu'ils ont fait beaucoup de discours, rien n'a marché, à peine même la population était entraînée. Là, on parle de quelque chose de spontané. Vous, en tant que politicien, comment vous comprendrez ça? Vous comprenez plutôt cela? Quelque chose de spontané, oui, on peut dire que c'est spontané, mais en même temps, il faut que le contexte nous enseigne. Le contexte de sport, c'est ça? De sport, beaucoup plus, parce que... Mais c'est pas la première fois, Bakambu, les autres grands joueurs congolais ont toujours dénoncé ces agressions, ont même cité aussi le pays agresseur. Non, mais c'est aussi un moment de conscience beaucoup plus aiguisé de la population. Oui. On sort des élections qui ont été ce que ça a été, et il n'y avait pas un discours fédérateur, ni à gauche ni à droite. Il n'y a pas eu un leader qui a réussi à fédérer les forces pour pouvoir nous maintenir dans le vivre ensemble, très solidement. Et le peuple était comme dans une sorte de manque de solidarité. Et ce manque de solidarité s'est fait sentir quand il s'agissait de pouvoir soutenir les léopards. On avait besoin de l'unité. Et les léopards ont permis que nous puissions avoir l'unité. Et c'est dans ces contextes-là que la question de l'Est a peut-être pu avoir plus d'écho auprès de la population, la population s'est tout de suite décidé de pouvoir hausser la voix sur les questions à l'Est. Et vous avez vu comment la mobilisation d'hier autour du match des léopards a fait que, même si nous avons perdu, mais la voix de la RDC s'est fait entendre partout dans le monde parce qu'il y avait un événement dans l'événement sportif. Donc on a utilisé là au mieux les soft power du football pour permettre à ce que notre voix puisse porter... Il y a un travail qui est abattu en sourdine là, dont on parle peu, c'est le travail du FONAREV. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cette structure créée par Félix Tshisekedi. C'est grâce à cette structure qu'on a vu nos joueurs arborer des tenues où on parle de la fin de l'agression dans l'Est. Plus jamais seul. Plus jamais seul, avec ces slogans aussi qui passent facilement, les 5 doigts dans le cœur, etc. On va parler du FONAREV un peu plus tard. Dominique Kajemba, je n'ai pas vu vos statuts récemment, mais je suppose que vous avez peut-être été aussi, vous avez été pris dans cet élan de solidarité, peut-être, vous le direz. Mais Tshisekedi, on l'a vu un peu partout comme Jean-Baptiste criant dans les déserts, à tue-tête contre le Rwanda, indexant Paul Kagame, mais jamais ça n'a eu cet effet, un effet dans le chef de la population. Aujourd'hui, il y a eu une mobilisation que je ne saurais qualifier, moi. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère comme ça en République démocratique du Congo avec une jeunesse qui commence à prendre conscience des enjeux à la fois politiques et sécuritaires? Nouvelle ère, je ne pense pas. Il n'y a rien de nouveau. Nouvelle ère, je ne pense pas. Parce que d'entrée de jeu ici, vous avez évoqué la spontanéité des événements. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois que vous avez rappelé. Il y a eu des moments où les gens se sont indignés par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais après, c'est au bout de 2, 3, 4 jours, au 5e jour, on n'en parle plus. Ouais. J'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Mon co-débatteur évoque la situation des élections où il n'y a pas eu des discours qui pouvaient unifier, qui pouvaient favoriser le vivre ensemble. Je veux bien, mais il faut qu'on revienne sur une chose. Oui. Parce que là, il s'agit d'une question très importante. La mémoire collective. Quelle est la mémoire collective des Congolais? Qu'est-ce que nous avons comme mémoire collective? Parce qu'il ne faudrait pas seulement que des événements spontanés ou des productions sociales spontanées ou des faits hasardeux viennent nous faire croire que la jeunesse est en train de prendre conscience. Ou viennent nous rappeler quelque chose qui se passe à côté de chez nous pendant un peu de temps. Non, mais nous le savons tout le jour. Ouais. Mais c'est tout le jour qu'il y a des matchs de foot. Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on atteint les demi-finales. On a atteint les demi-finales en 2015. Oui. Mais aujourd'hui, ça serait... Donc c'est nouveau? Non, pas nouveau. Mais parce qu'on a atteint les demi-finales, on a même eu des CHAN. Sur Twitter, à cette époque-là, pendant les CHAN, il y a eu des M23 qui décapitaient aussi des personnes. Sur Twitter, on a vu de jeunes qui ont changé des profils en rouge. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais si en termes de mobilisation, c'est un peu plus inédit. Oui, mais pour quel effet? C'est ça la bonne question. Pour quel effet? Parce que c'est normal, lorsqu'on voit une image d'une cruauté humaine, naturellement, la souffrance n'a pas de couleur de peau. Que ce soit un blanc, c'est vraiment le sens de l'humanité qui intervient dans ce cas. Et c'est le cas de ce qu'on a vu récemment, où on a vu des gens être décapités, même si ce sont des anciennes images, les gens ont été choqués par rapport à ça. Mais il faut revenir sur une chose. Oui. Pour qu'on arrive à dire, ou qu'on parvienne à dire que l'on est en train de basculer
vers une nouvelle ère ou dans une nouvelle ère s'agissant de ce qui se passe à l'est de la RDC, il y a tout un travail. Ce n'est pas de manière spontanée qu'on dira que la jeunesse a pris conscience. Donc c'est quelque chose d'éphémère d'après vous? C'est très éphémère et je vous le dis. Ouais. D'ici la fin de la semaine, vous n'allez plus en entendre parler. Donc après la CAN, on n'en parlera plus? On n'en parlera plus. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois que Bakam fasse ces célébrations. C'est vrai que c'est la première fois qu'il se prononce ouvertement sur un de ses comptes officiels, mais on voit tout le jour. Oui, il a fait, oui. Et on sait ce qui se passe. Même l'OM aussi a déjà tweeté. Voilà, on sait ce qui se passe. Mais le grand problème, c'est qu'il faut un travail de fond pour que l'on parvienne à dire effectivement que tout le monde est en train de prendre conscience sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais bien vous entendre sur ce travail de fond. On y justement, je vais y arriver. On a vu des influenceurs, on a vu des influenceurs ou plusieurs jeunes que vous évoquez dire Free Goma. Qu'est-ce qui se passe à Goma? Qu'est-ce qu'il y a à Goma? Il faut d'abord demander Goma, Free par rapport à quoi? Free par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe à Goma? Alors, il est très important que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement. Donc, c'est comme un effet de mode, d'après vous? Voilà, c'est un effet de mode. On voit des influenceurs. J'ai vu hier à la RTNC un député national arborer un t-shirt Free Goma. Député national, nouvellement élu. Goma n'est pas assiégé. Non. Le Nord Kivu n'est pas que la ville de Goma. Oui. Nous avons plusieurs territoires, notamment le Massissi, nous avons Rutshuru, nous avons d'autres territoires, nous avons Kanyamaoro, Nyiragongo et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un effet de mode et il serait vraiment hasardeux qu'aujourd'hui, que l'on dise qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse. Je préfère vous rejoindre quand vous dites que c'était un effet de mode, mais là où j'aimais quand même un bémol, c'est que je vois les gens ne pas être indignés seulement après la cruauté de ces images-là, parce que ces images ont ajouté un grain de sel dans cette affaire, mais aussi ils s'indignent parce que Tshisekedi avait dit à la moindre escarmouche, je convoquerai le Congrès, on déclarera une guerre contre le Rwanda, ces images auraient fait surface, et ils disent mais pourquoi le gouvernement ne réagit pas parce qu'on a bombardé plusieurs fois Goma. Il y a eu des bombardements. Deux bombardements sur Goma. Alors ça veut dire que ce n'est pas simplement un effet de mode, c'est qu'on suit de près à la lettre même la situation. Oui, j'ai évoqué d'une part l'effet de mode du fait que vous dites que la jeunesse est en train de prendre conscience de ce qui se passe à l'est du pays. Vous évoquez la situation où le discours ou le propos du chef de l'État. Sans pour autant faire son porte-parole, il faut revenir sur le contexte. Ouais. Dans quel contexte il a tenu ses propos? C'était dans une campagne électorale. Moi, je me dis, s'il eût tenu ce propos-là, avant même, ou bien loin avant les élections, et que ces bombardements seraient intervenus quelques jours avant les élections, il n'aurait pas peut-être été élu, parce qu'on aurait dit, mais il y a des bombardements, à la moindre escarmouche, vous n'avez rien convoqué. Là, il a été réélu, voilà, il peut calmement... Voilà, il a été réélu, mais le propos a été tenu dans quel contexte? Il s'agissait d'une campagne électorale, et c'était au dernier jour de la campagne. Donc on peut comprendre qu'il peut s'agir des propos qui correspondent au moment précis. Et aujourd'hui, la gestion de l'État, ce n'est pas une propagande. La gestion de l'État, ce n'est pas une campagne électorale. Et aujourd'hui, le chef de l'État a été élu, il est investi en qualité de chef de l'État. Mais attendez, ce n'est pas avec la même émotion, ce n'est pas avec la même attitude des propos tenus durant la campagne qu'on va le juger sur ce qui doit être fait maintenant. Il y a le Conseil national de sécurité qui a été convoqué. Je pense qu'en toute responsabilité, ils vont évaluer la situation et prendre justement les mesures qui s'imposent. Donc revenir sur ces propos, je ne pense pas que cela corresponde à l'effet de mode des Free Goma ou Free Congo, sans pour autant vexer ceux qui militent, parce que je suis de ceux qui sont aussi concernés. Je suis natif de Goma, donc j'ai de la famille dans le nord et le sud Kivu, mais seulement quand on parle de ce qui se passe à l'est de la RDC, on oublie très souvent la province de l'Ituri. Il y a les ADF qui égorgent, qui tuent. Beaucoup même, en Ituri. Béni, Ituri. C'est la jungle, ouais. Mais justement, mais pourquoi on parle que de Goma? Mais pourquoi on parle de... C'est comme ça que j'insiste, que c'est un effet de mode. Certains se précipitent à dire Free Goma, mais ils ne maîtrisent pratiquement pas de quoi il s'agit. Et c'est là que je dis qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour qu'on parvienne réellement à dire que la jeunesse a pris conscience des événements et de ce qui se passe et prétendre qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère de prise de conscience. Alors, donc, Faustin Tshibanga, ça ne veut pas dire que face à l'inaction du gouvernement, à chaque fois, on hausse les tons en disant qu'il y a la montée en puissance des FARDC, on vient de se réarmer, et pourtant rien ne se produit, que la population vient reprendre des choses. C'est pas
c'est pas une prise de conscience véritable. C'est aussi ça. Mais vous allez remarquer que c'est vrai que notre compatriote a voulu remettre les propos du président de la République dans leur contexte. Oui. Mais j'ose croire qu'il ne tenterait pas de les dédouaner de la responsabilité de ses paroles. Oui. C'est comme ça que même pendant une campagne électorale, il faut faire l'effort de ne pas faire des promesses peinture ou utiliser des mots peinture. C'est-à-dire ce qu'on fait juste pour embellir la campagne électorale et pour être voté sur base de principes ou des promesses fallacieuses. Et donc, vous comprenez que si le président de la République a été voté sur base aussi de cette promesse-là, qu'à la moindre escarmouche, il allait... On a tous sorti les dictionnaires jusqu'à présent, on cherche encore les escarmouches. Voilà. Vous comprenez qu'il voulait faire comprendre avec l'image que si on nous attaque, il serait prêt à riposter. Mais est-ce qu'il est à mesure de riposter? C'est lui le sait. Est-ce qu'il est à mesure de le faire maintenant? C'est lui le sait. Le gouvernement a réagi en disant que nous sommes en pleine phase de mutation des institutions, de changement des institutions. On n'est pas en mesure de convoquer, que ce soit le Congrès ou déclarer une guerre. Mais je pense... Pas pratiquement, mais apparemment techniquement. Je pense, vous avez raison, techniquement ça serait compliqué et j'ose croire que c'est ce qui a peut-être accéléré le choix du formateur du gouvernement ou de l'informateur qui va peut-être identifier la majorité. Et je pense que ce sera ça l'excuse pour tenter de pouvoir demander au peuple congolais de mettre leur eau dans le vin. Donc, vous comprenez qu'il y a nécessité d'éviter les mots qui visent à enflammer et aussi les mots qui visent à tromper. Parce que la question de l'Est, je suis d'accord avec notre compatriote, qu'il faut la traiter dans le fond. Parce que la question de l'Est nécessite une intelligence stratégique aiguisée qui pourra permettre à ce que les solutions puissent être pas des solutions peinture, mais des solutions réelles qui vont permettre à ce que la solution puisse être trouvée. Et ces questions de l'Est ou la question de l'Est doit être traitée dans le fond. C'est-à-dire sur les questions économiques, on n'en parle pas assez. La paix, ce n'est pas juste la paix quand il y a absence de décryptement de balles, mais c'est aussi la paix quand il y a une bonne santé financière dans le ménage du Congolais, et une bonne condition sociale dans les familles du Congo. C'est ça aussi la paix. Il faut penser la paix dans sa globalité. Pas seulement parce qu'il n'y a pas l'affrontement militaire, mais aussi quand l'économie arrive à suivre la vie des Congolais et qui permet à ce que le Congolais puisse vivre dans les bonnes conditions. C'est ça, cette paix qu'on veut. Et la paix qui il y a donc une dimension économique aussi à ça. Oui, aussi. Une dimension économique à la paix, il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut toucher les questions dans les fonds. La guerre à l'Est, c'est une guerre qui a duré. Et s'il faut traiter ou apporter les solutions à la guerre, il ne faut pas le faire avec émotion. Il ne faut pas le faire juste parce qu'on veut paraître à la mode. On a vu les influenceurs. Là, je suis totalement d'accord qu'on a vu les influenceurs. Et il y en a de plusieurs types. Hein. Oui, vous parlez de quels influenceurs, ceux qui sont réfléchis ou ceux qui ne sont pas. Mais en tout cas, tout le monde peut influencer. Oui. Sur la question de l'Est, on a besoin... qu'il faudra définir. Effectivement, on a besoin de tout le monde. Quelqu'un qui peut influencer dans une direction, on peut l'appeler influenceur. Les questions de contenu et les jugements moraux, je laisse à tout le monde de pouvoir en juger. Je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit. Donc vous comprenez que nous devons, de la même façon que nous nous sommes mobilisés pour exiger la libération de Goma, même si techniquement Goma n'est pas prise, mais Goma est prise. En d'autres termes, autrement, parce que pourquoi on a dû reporter le festival à Mani si Goma est totalement free. Mais effectivement, donc vous allez voir que sur l'aspect économique, Goma est prise en otage. Oui. Sur l'aspect social ou culturel, parce que vous avez évoqué un festival, Goma n'est pas totalement libre. Donc nous devons donner la liberté, nous devons donner la paix, mais la paix pas seulement dans la dimension militaire, mais la dimension économique, sociale et culturelle. Et c'est ça la paix, parce qu'il faut, pour vivre dans la paix, il faut préparer les esprits à la paix. Il y a des esprits qui ne sont pas préparés à la paix. Quand il y a la paix, ils ne sont pas tranquilles. C'est pour ça qu'il faut préparer les Congolais à vivre dans la paix. Et la paix, ce n'est pas seulement quand il n'y a pas un coup de balle ou il n'y a pas de cri de botte. Est-ce que ça veut dire autrement aussi que c'est le sport qui reste notre dernier espoir? Parce que vous, l'opposition avec Moïse Katumbi, c'est partout où vous décriez la situation dans l'Est. Vous appeliez aux gens à ne pas voter Tshisekedi parce qu'il n'a
il n'a pas pu résoudre le problème de crise sécuritaire dans l'est du pays, mais finalement c'est la population elle-même qui l'a dit après même la campagne électorale. Même l'opposition aussi a failli. Mais vous savez, l'opposition congolaise a été mutilée, l'opposition congolaise a été emprisonnée, l'opposition congolaise a été forcée à se taire sur certaines questions. Nous sommes les survivants de ces élections. Nous avons survécu à ces élections justement parce que nous devons continuer à porter cette voie de la vérité et de la clarté qui va permettre à ce que les questions de l'Est notamment puissent être solutionnées. Vous avez cité Moïse Katumbi qui était le candidat que les LGD a soutenu lors des dernières élections. Moïse Katumbi est membre d'Ensemble pour la République, il est le président d'Ensemble pour la République. Moi, je suis cadre et communicant du LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. Je pense qu'en ce moment, on est beaucoup plus focalisé sur les solutions qui font l'essence de nos partis politiques. Leadership et gouvernance de qualité. Nous, on s'oppose, et j'aimerais le rappeler, on s'oppose à la mauvaise gouvernance, on s'oppose au manque du leadership. Et si vous voyez le manque du leadership, c'est le manque, la vie chère, il y a l'insécurité, et c'est aussi l'indice de perception du manque de leadership. On s'oppose à ça. Et chaque parti politique a émis ses avis ou ses propositions lors de la campagne électorale. Nous avons les résultats qui ont été programmés par la CENI. On est là. Et les conséquences de ces élections sont en train d'être vécues, ils vont être vécues, et nous tirons les conséquences et nous tirons le choix, nous acceptons les choix d'une certaine manière des Congolais de pouvoir nous conduire dans cette direction, parce que c'est les Congolais qui conduisent les leaders en réalité. Donc, vous comprenez que nous devons traiter la question de l'Est avec beaucoup de munitie, avec beaucoup d'intelligence, parce que ça va de la vie du pays et ça va même de la sécurité de beaucoup de personnes. Dominique Kagema, à ce jour, apparemment, la réponse du gouvernement ne satisfait pas la population. Vous avez tantôt parlé d'un effet qui ne fera pas long feu, mais on a vu le gouvernement être réuni, ou je dirais l'appareil sécuritaire être réuni autour du président de la République lors d'un conseil de sécurité. Et qu'est-ce qu'on entend comme résolution? Goma ne va pas être pris. Ça fait rire plus d'un, alors qu'on l'a bombardé par 2 fois. Il y a des crises qui continuent, il y a des groupes armés qui continuent toujours à éclore. La réponse, c'est Goma ne va pas tomber, on n'a pas de mesures coercitives, pas de plan d'attaque, etc. La réponse du gouvernement ne satisfait pas la population, je vais y revenir, mais j'aimerais quand même revenir sur 2-3 propos tenus par mon co-débatteur qui m'a demandé de ne pas dédouaner les chefs de l'État de ses responsabilités relativement aux propos tenus dans la période de la campagne électorale. Loin de moi l'idée de dédouaner les chefs de l'État sur cette question. Quand j'ai évoqué le propos du chef de l'État, c'était justement pour les contextualiser. Et l'émotion avec laquelle on procède, et je ne dis pas ici que le chef de l'État a été élu sur base de ses propos. Il a battu campagne, il a sillonné la République et il a été élu, on l'a vu. Ses propos étaient forts quand même. Ils étaient forts, mais il avait un ton là très sérieux en disant qu'à la moindre escarmouche, nous riposterions. Absolument, il l'a dit. Il l'a dit. Et il, naturellement, dans son rôle et dans sa casquette de chef de l'État, il sait qu'est-ce qu'il est en train de prendre comme mesure avec les autres institutions pour pallier à la situation. Revenons sur la réponse du gouvernement. On dit qu'il y a des négociations en coulisses. Négociations en coulisses. Oui. Bon, j'ai vu la porte-parole du chef de l'État démentir. Oui. Alors, je ne sais pas en dire plus si la porte-parole du chef de l'État en dément. Donc, je considère qu'il n'y a pas de négociation. Qui fait un long briefing pour ne dire rien de nouveau. On évoque le changement. On va évoquer le changement de narratif, mais c'est justement le travail de fond que j'ai dit. Oui. Le changement de narratif, c'est quoi le narratif? C'est quoi la... Le narratif, c'est pas Mouya qui le dit. Le narratif, c'est un narratif spontané même. Non, mais justement, revenons sur un des propos qu'il aime bien, le changement de narratif. On veut bien changer le narratif, mais lequel? Quel est ce narratif? Quel est le narratif qui a existé? Il faut qu'on soit en mesure de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 1996, qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces temps, qu'est-ce qui a occasionné toutes ces guerres, d'où ça a commencé, quel est le nombre de Congolais qui sont morts, parce qu'il y a tellement de spéculations là-dessus. Il faut qu'on insiste là-dessus. Il faut que l'on construise une mémoire collective qui permette justement à chaque Congolais de s'approprier ces événements, à chaque Congolais de s'approprier la situation de l'Est du pays. Ce n'est pas... Il y a déjà une date grâce aux militants. Justement, voilà, il y a le chef de l'État, si je ne m'abuse, le 2 avril... Le 2 vers la fin de l'année. Oui, le 2 avril, le 2 août, si je ne m'abuse, c'est la journée du Génocide au Congolais où on commémore la mémoire de tous nos concitoyens
décédés dans toutes ces atrocités. Alors, la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va appeler satisfaisant ou pas. Le 2 août. Mais le 2 août, justement. Le plus important ici, ce que l'on veut, c'est que le territoire occupé soit récupéré. Alors, on ne peut pas limiter la frontière de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale qu'à la ville de Goma. Il y a Rutshuru qui est occupé, il y a Bunagana qui est occupé depuis plus de 600 jours. Et c'est en ce moment-là que la réponse sera satisfaisante. C'est quand on aura... Alors, les stratégies qui sont mises en place, ce n'est pas en sortant d'un Conseil national de sécurité qu'on va atteindre une réponse satisfaisante. La réponse satisfaisante, c'est que les FARDC soient mis en condition pour récupérer les différents territoires occupés. Et c'est là, c'est en ce moment-là que nous allons évoquer la satisfaction. Mais la population a besoin d'une réponse quand même. On a l'impression que le pouvoir roule contre elle. Comment expliquer que les militants de la Lucha et d'autres mouvements citoyens ont marché le samedi dernier? Ils ont été arrêtés brutalement, d'autres ont passé nuit dans les geôles de l'ANER, alors qu'ils voulaient juste montrer leur solidarité avec la population de l'Est. Comment expliquer ça, un tel mouvement soit réprimé comme ça? Tous ceux qui ont marché ces jours-là ont été relaxés. Oui, mais après beaucoup de temps. D'autres ont été même traités cruellement. Cruellement, bon, oui. À ça, je n'ai pas cette information. Par contre, j'ai appris que ceux qui avaient été arrêtés ont témoigné n'avoir subi aucun acte de torture. Sauf Fred Baouma. Et s'ils ont été arrêtés, ils l'ont dit eux-mêmes que c'était suivant, d'après ce qui... Parce que tout celui qui est arrêté doit être tenu des raisons pour lesquelles il a été interpellé. Et ceux qui ont été interpellés nous ont dit que c'était dans le cadre d'une enquête que les services de renseignement menaient depuis plusieurs jours. Et ils ont été relaxés sans avoir été torturés et quoi que ce soit. Donc revenons sur la réponse du gouvernement. Ce que tout Congolais attend ici, c'est que les territoires occupés soient récupérés. Et j'espère que toutes les institutions mettent les moyens qu'il faut pour qu'on y arrive. Je vais peut-être profiter, faire un clin d'œil donc au FONAREV, que peu de personnes connaissent en tout cas. C'est le FONAREV qui a justement financé cette campagne contre l'agression dont est victime la RDC. Le FONAREV qui veut dire le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles. Alors pour moi, le fonds utilise utilement l'argent des contribuables congolais. C'est grâce à ce fonds-là qu'on a vu nos joueurs parler très clairement à mettre des tenues qu'il faut justement pour cette dénonciation. On regrette cependant que pendant la demi-finale, qu'on n'ait pas filmé nos supporters sur le terrain, alors qu'ils avaient des calicots et d'autres affichages qui dénonçaient justement cette agression dans l'est du pays. On parle maintenant de la question de la pérennisation. Comment pérenniser? Alors ce qui est, je vous avais dit, c'est spontané, c'est un effet de mode, mais ça a quand même une certaine valeur. Comment faire pour que ça ne soit pas juste des mots où tout est mélangé, mais pour que ce soit vraiment un vrai élan jusqu'à ce qu'on termine avec cette situation dans l'est. Oui. Construire une mémoire collective. Ouais. Nous devons construire une mémoire collective tant sur notre existence en tant que Congolais que sur la situation dans la partie orientale du pays. Vous avez évoqué le fait qu'il y ait un élan spontané, c'est bien. Mais maintenant, il faut... Parce qu'on peut tout dire. Ce qui se passe au Congo depuis 1996 n'est pas inconnu du monde entier plutôt. Tout le monde sait ce qui se passe. Ce n'est pas une situation inconnue. C'est vrai que là, il y a eu un élan de solidarité où on a vu certains pays nous accompagner. Comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que c'est normal. C'est le sens de l'humanité et que la souffrance, qu'elle atteigne un blanc ou un noir, reste une souffrance. Et lorsqu'il y a une injustice quelque part dans le monde, c'est tout le monde qui est victime de cette injustice. Comment parvenir à la construction de cette mémoire collective? On doit avoir des manuels. On doit étudier l'histoire de notre pays. Et en parlant de l'histoire du Congo, on ne va pas sauter tout ce qui s'est passé à l'Est. On ne va pas le raccourcir en parlant en tournant autour du Rwanda. Voilà, on ne peut pas seulement. C'est vrai qu'on insiste parce que c'est une situation connue. C'est le Rwanda qui déstabilise les pays, c'est le Rwanda qui déstabilise la République démocratique du Congo dans sa partie orientale depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, mon contradicteur, le candidat qu'ils ont choisi, n'avait jamais condamné ce Rwanda, alors on ne sait pas, peut-être qu'ils ont des raisons propres à eux pour n'avoir jamais condamné le Rwanda. Okay. Mais le fait de condamner le Rwanda ne suffit pas pour résoudre la question, ne suffit pas pour finir avec la situation de l'Est. On doit s'approprier notre histoire. Nous devons apprendre qu'est-ce qui se passe depuis tous ces temps. Il y a eu plusieurs guerres il y a même certaines
personnalités aujourd'hui dans des institutions qui ont tué la population de l'Est du pays. Et c'est connu de tous. Alors, ce qui doit être fait, c'est que l'on doit apprendre cette histoire, l'on doit la connaître pour arriver à s'approprier l'histoire, pour parvenir justement à identifier quelle est la cause exacte de cette situation et en trouver de solutions. Il faut que les enfants apprennent ce qui se passe à l'Est du pays. Il faut, dans un pays de plusieurs millions d'habitants, dans nos villes, on est incapable de mobiliser 20 000 personnes pour marcher, pour exiger aux autorités des solutions à ce qui se passe au pays. On est prêt à être dans les rues pour les politiciens. On est prêt à être il faut profiter. Si on avait peut-être gagné la CAN, ça aurait été un moment idéal pour faire du bruit là-dessus. Ça aurait été un moment euphorique, on est dans la joie. Mais après, qu'est-ce qu'on retient? Le plus important, c'est la construction de la mémoire collective. Fossé Tshimanga, quels sont les discours de l'opposition actuellement qui peut bien rencontrer cette volonté-là manifeste et brûlante de la population? Oui. Mais vous savez, il ne faut pas orienter les choses. Hein. Vous avez la possibilité d'orienter comme vous voulez. Mais pourquoi cette question est difficile à aborder? Vous allez peut-être finir par nous comprendre. En même temps, nous devons réfléchir comment on solutionne la question de la guerre à l'Est. Quel discours de l'opposition quel discours l'opposition doit avoir pour pouvoir apporter des solutions ou mobiliser les Congolais. Oui. Moi, j'aimerais changer le paradigme. C'est à ça que je voulais en venir. Quelle possibilité la population a à donner aux politiques pour qu'ils puissent prendre en charge leur discours pour les porter vers les solutions? Il faut changer les paradigmes dans ce sens-là. Pas souvent poser la question quel discours l'opposition a. Souvent, les Congolais n'arrivent pas à suivre le discours des politiques aujourd'hui. Je reviendrai sur notre appel de pouvoir activer l'article 64. Les peuples n'ont pas suivi. Pourquoi les peuples n'ont pas suivi? Parce qu'il a considéré que les statu quo les convenaient. Non, peut-être parce que vous avez un faible pouvoir de mobilisation, non? Non, mais faible pouvoir de mobilisation, non. La mobilisation de l'opposition ne devrait pas être autour de la capacité d'un individu à fédérer, mais doit être la capacité de pouvoir que les peuples puissent écouter, en fait. Parce que si je dis tout à l'heure que les peuples, c'était celui qui conduit les politiques, nous devons amener les peuples à pouvoir suivre la voie des politiques. Et c'est comme ça que la question du leadership est importante. Nous, notre solution, c'est le leadership. Nous expliquons le leadership, nous apprenons le leadership et nous communiquons le leadership pour permettre à ce que le peuple puisse arriver à suivre. Et c'est ce travail-là que nous, en tant que parti politique, nous sommes en train de faire en ce moment. C'est pour ça que nous n'aimerions pas aborder la question de l'Est avec beaucoup de légèreté ou avec des discours préconçus. Quel discours? Maintenant, nous devons apporter les réelles solutions. C'est quel leadership qui permettra ce que nous puissions solutionner les problèmes de la sécurité à l'Est. Le leadership que nous nous proposons, c'est un leadership et une gouvernance de qualité. Et c'est ça que nous devons mettre en avant pour pouvoir fédérer et mobiliser la population. Il faut changer de paradigme. Parce que les discours, on en a écouté, hein, comme à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Vous dites pas, vous savez, Fossé Tshimanga, ma jeune sœur m'a écrit, mais après avoir vu toutes les images, je dirais, elle était remontée, excédée. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours la guerre dans l'Est du pays? Pourquoi on n'attaque pas le Rwanda? Des questions simplistes pour une enfant de son âge. En tout cas, j'ai commencé à lui expliquer cela, je dirais, de manière détaillée, avec des arguments forts, ce qui se passe au pays. Mais si c'était vous, vous ne direz pas qu'il faut un leadership, gouvernance, comment elle va comprendre ça? Mais vous savez, c'est vrai qu'il y a nécessité de simplifier. Oui. Mais puisqu'on a voulu simplifier, et même trop simplifier depuis des années, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Il faut assumer la complicité de la question à l'Est. Il faut les traiter avec le fond. Oui, c'est vrai, il faut... Comment le pouvoir en place le traite? Le pouvoir les traite avec des discours qui sont limite fallacieuses. La preuve, il y a eu des discours, mais il n'y a pas l'action qui suit. Pourquoi? Parce qu'on veut répondre aux problèmes sérieux avec les mots simplistes. Il ne faut pas être simpliste. C'est vrai qu'il y a nécessité d'expliquer. Nos professeurs d'université, nos professeurs de l'école vont faire ce travail. Mais sur les points politiques, il faut prendre les choses avec la hauteur que ça demande. Et même s'il faut traiter cette question-là, il ne faudrait pas utiliser les mots pour les besoins pédagogiques, mais il faut aussi utiliser les mots
à un autre niveau de politique, qui ont du sens, pour pouvoir créer vraiment la solution. Parce que la solution aujourd'hui doit être créée. La solution n'existe pas. Il faut créer cette solution-là. Et créer cette solution passe par un leadership et une gouvernance de qualité. C'est vrai que notre discours pourrait paraître éloigné du socle de compréhension de Congolais lambda, mais la question de l'Est doit être traitée dans les fonds. Et les fonds, souvent, n'est pas forcément à la portée des esprits moins avertis. Il faudrait qu'on puisse se décider d'aller dans les fonds, et c'est à ce niveau-là que je suis d'accord avec notre compatriote, traiter ces questions dans les fonds. Et les fonds ne sont toujours pas simples ou simplistes. Alors qu'on parle de cette situation dans l'Est, la situation, on n'est vraiment pas à l'abri du danger totalement, je parle de Goma jusque-là, c'est l'informateur qui a été désigné par le président de la République, va débuter bientôt, non pas la bataille contre les M23, mais ce sera la bataille de positionnement. Donc vraiment un sujet qui s'éloigne de plus en plus de cette affaire dont on parle maintenant. Alors comment vous, l'opposition, avez-vous accueilli cette désignation, la désignation d'un très proche du président de la République comme informateur? Bon, ça ne nous a pas étonné qu'il y ait un très proche du président de la République qui est choisi comme informateur pour pouvoir identifier la majorité. Et nous, la question qu'on se pose, ou comment on a accueilli ça, c'est comme une volonté de pouvoir tirer trop des draps du côté du président de la République. Il faudrait rester dans la logique de l'unité. Les footballs et les léopards nous ont enseigné l'unité, chose que nous n'avons pas pu voir pendant la période de campagne électorale. Nous devons rester assez ouverts à la possibilité de pouvoir avoir toutes les énergies possibles pour pouvoir mener les bateaux Congo à bon port. Et si on est en train de composer avec sa famille politique, son clan, sa tribu, ses proches, on ne pourra pas gérer les questions, notamment de l'Est, avec efficacité parce que nous serons en train de nous replier sur soi. En ce moment, la voie politique salutaire, c'est une voie qui favorise une certaine ouverture. Et si on est dans cette logique de l'ouverture, on va permettre à ce que nous puissions développer le Congo et cela va passer par un leadership de qualité. Et s'il y a un informateur qui a tendance à pouvoir rester plus du côté du président de la République et ne pas trop s'ouvrir, ça va être compliqué et c'est ça qu'il faudrait avoir comme véritable discours pour les solutions de l'Est. Ne pensez pas que cette question est très éloignée. Parce que si l'informateur a été choisi les jours où les léopards jouent, les jours où il y a une mobilisation autour de la question de l'Est, le jour où il y a la pression autour du discours tenu par le président de la République, c'était ça pour les plus avertis, c'était ça aussi une réponse à donner à l'opinion publique pour tenter de calmer un peu ces discours et cette exigence liée à ces discours qu'il avait tenus pendant la période de la campagne électorale. Donc c'est une réponse politique qu'il a donnée à ces questionnements-là. C'est légitime, mais il faudrait que l'informateur qui a été choisi puisse développer la capacité d'être ouvert à une possibilité de pouvoir construire avec ou sans le membre de leur famille politique. Alors voilà, lentement, sûrement vers la fin de cette émission, il y a une question que j'ai manqué de poser à Dominique Kajemba. En fait, c'est quelque chose qui me donne un peu foi en ce mouvement. Hein. C'est qu'il y a eu beaucoup de hashtags, il y a eu cet hashtag aussi, pas surveiller le feu, mais surveiller Goma, surveiller l'Est du pays. Les images où l'on voyait les présidents de la République, on le voyait plus en train de suivre le match de football, en train de se réjouir. Pourtant, entre-temps, lui qui est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, le commandant suprême, il était informé de tous les mouvements qui se font là-bas dans l'Est, et notamment des rebelles du M23. Est-ce qu'on prend vraiment très au sérieux cette affaire de l'Est du pays? Quand on peut se permettre, alors qu'il y a un match, de suivre le match, pourtant il y a la guerre toujours dans l'Est. Bon, naturellement, le match, c'est tout le monde qui l'a suivi. Les matchs, c'est tout le monde qui l'a suivi. Je présume que même les rebelles ont suivi le match de la RDC. Regardez bien, ils ont fait des attaques pendant qu'on suivait les matchs. Ils ont fait des écoles. Les prétendus Congolais qui massacrent d'autres Congolais. Bon, ils ont attaqué pendant qu'on suivait les matchs. Je pense que la question est prise au sérieux. Ouais. Je pense que la question est prise au sérieux. Mais aussi, je réfléchis. Parce que si la question est réellement prise au sérieux, je pense que la réaction aurait été différente si ces atrocités étaient aux portes de Kinshasa. Les gens se comporteraient différemment si cette rébellion était aux portes de Kinshasa. Et je ne le souhaite pas. J'espère que l'armée va étouffer ces mouvements dans l'œuf et on va très vite alors
reprendre à nous rejouer avec nos concitoyens. Discours, on ne prendra pas Goma, ça va changer de discours, maintenant on ne va pas prendre. Bon, voilà. Là n'est pas encore. Non, mais justement, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et j'espère que ça n'arrive pas. Jamais. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai de la famille. Et comprenez mon inquiétude si Goma, comme tous les autres territoires, tombaient. Donc aujourd'hui, je pense que la question est prise au sérieux. Mais maintenant, quels sont les mécanismes de mise en marche pour y parvenir? Ce n'est pas par un discours ou ce n'est pas par un coup de bâton magique ou, je ne sais pas, par des propos de l'élite ou des propos des génies qu'on va parvenir à régler cette situation. Pour prendre cette situation au sérieux, c'est vrai qu'on va... Quel propos de génie? Gouvernance et leadership? Non, je ne sais pas, on évoque le leadership comme un coup de bâton magique qui pourra résoudre tout le problème des Congolais sans pour autant qu'on se pose la question. Vous avez évoqué ici une question, votre sœur vous demande pourquoi la guerre n'est finie pas à l'Est. Je ne sais pas. Qu'on nous réponde pourquoi la guerre n'est finie pas. Et pour que la guerre finisse, il faut que l'on maîtrise la situation. Leadership et gouvernance. Leadership et gouvernance. Oui. Voilà, on a été aux élections. On a proposé quel discours? Quels étaient les plans sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce qui a été déroulé comme projet visant à éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo? C'est tout ça. On a évoqué des propos fallacieux de politique. C'est justement tout ce que nous ne voulons pas. Il y en avait qui avaient quand même des bons discours. Hein. Denis Mukwege, Martin Fayulu. Lesquels? Je peux plus revenir maintenant, les temps, on n'a plus assez de temps. Mais justement, on aura certainement le temps d'y revenir même dans le couloir. Oui. Mais le plus important, c'est que la question doit être prise au sérieux. Et en ce moment, opposition ou majorité, tout le monde devait regarder dans la même direction, et réfléchir. Pour terminer, pourquoi Augustin Kabouya comme informateur? C'est vrai qu'il a fait profil bas ces derniers jours. On dirait qu'il s'attendait à ça. Il n'a pas tenu des propos virulents, lui qui agite des fois aussi d'autres camps. Est-ce que c'était vraiment le bon choix? Les politiques congolais nous ont habitués à ce qu'ils appellent le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, sans pour autant connaître les motivations qui ont poussé le chef de l'État à le choisir. Mais conformément aux dispositions de l'article 78, il a été désigné informateur en tant que personnalité politique pour aider le chef de l'État à identifier la majorité parlementaire de laquelle va sortir le Premier ministre et le prochain gouvernement de la République. Pas trop de commentaires là-dessus, sur la personne. Bon choix, mauvais choix, je n'ai aucun commentaire là-dessus. Merci Dominique Kajemba, analyste politique. Acteur politique, pas encore, non? Je ne suis pas acteur politique. Avocat. Je suis avocat. Avocat également. Activement. En face de vous. Faustin Chimanga, un habitué de notre plateau ici, qui vient un peu partout. Faustin Chimanga, communicateur du LGD. Communicateur et cadre du LGD. Communicateur et cadre du LGD. Merci à vous deux pour ce débat, merci à vous deux pour ces échanges. J'espère qu'ils ont été fructueux. Ils ont permis de mettre peut-être la puce à l'oreille, réveiller encore cet esprit patriotique qui fera en sorte qu'on ne perde pas cette flamme qui vient de s'allumer, que cette flamme demeure, peut-être à travers ces genres de discours, ces émissions ici, on réveillera davantage encore les esprits et que le gouvernement, chacun jouera sa partition afin que nous, population de notre côté, ne soyons pas affaiblis et motivions aussi nos forces armées sur le terrain afin qu'ils mettent hors d'état de nuire tous les rebelles. Merci d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée. C'était un plaisir de vous le présenter. On se retrouve le jeudi prochain.